l'analyse. Donc beaucoup de choses que effectivement il n'est pas facile de synthétiser, mais à travers votre exposé, vous avez pu donc, disons, tirer votre épingle du jeu et nous relater l'essentiel. Votre travail, comme celui de votre camarade d'hier, donc s'intègre dans la problématique générale des légumineuses comme source d'alimentation en Algérie, et une alternative au manque, je dirais donc, de protéines animales dans l'alimentation de l'Algérien moyen. Donc c'est une problématique d'actualité qui restera encore pendant longtemps d'actualité. Et vous avez choisi dans votre travail de vous intéresser à la févrole. Donc je disais tout à l'heure à mon ami Farid qu'on n'a pas encore digéré les pois chiches d'hier, qu'on est passé à la févrole, qui est encore plus difficile à digérer. Deux, effectivement, légumineuses qui sont très importantes dans l'alimentation de l'Algérien, peut-être un peu moins la févrole. Je dirais qu'elle n'est pas, disons, très connue, peut-être du milieu citadin. Elle est plus, peut-être, connue dans le milieu paysan. Mais je pense qu'elle fait son entrée petit à petit dans le large public. Donc cette févrole, donc vous avez choisi dans votre travail de la marier avec des pâtes sèches et des pâtes fraîches. Donc dans la première partie, le premier volet de votre travail, donc vous avez étudié la févrole, disons crue, donc vous avez fait son analyse physico-chimique, donc dans les détails. Puis dans une deuxième partie de votre travail, donc vous avez essayé de substituer dans les pâtes sèches et les pâtes fraîches, donc la farine la semoule de blé dur, donc par la farine de févrole à des concentrations de 10, 30, je crois, et 50%. Et vous avez évidemment donc étudier tous les paramètres nutritionnels, fonctionnels et attenants, et aussi les paramètres sensoriels qui sont très importants dans ces cas de figure. Et vous avez donc essayé de faire des propositions, des suggestions et des perspectives de travail dans ce sens. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de lire les rapports des examinateurs, donc c'est un travail très intéressant et qui certainement suscitera beaucoup de discussions. Et c'est pour ça donc que j'ai à mes côtés mes collègues examinateurs et membres du jury qui sont là pour vous taquiner un petit peu sur les différents aspects de votre travail. Donc nous avons aujourd'hui le professeur Idoui comme examinateur extérieur, donc qui nous vient de l'université de Gigel, que nous remercions pour sa disponibilité. Il a toujours répondu présent donc à nos sollicitations. Votre travail est également examiné par les docteurs Jamaldine Kati Jamaldine, donc maître de conférence à l'université de Béjaïa, et le docteur Ouchmour Selim, également maître de conférence à l'université de Béjaïa. Vous avez réalisé ce travail sous la direction du professeur Zaidi à l'université de Béjaïa, un certain nombre donc de collègues et de laboratoires étrangers que vous n'avez pas manqué cette fois-ci, vous donc de citer donc à la fin de votre exposé et qui ont largement participé à la finalisation de votre travail. Donc voilà, sans trop tarder, donc je vais commencer par donner la parole au docteur Kati. Tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc je me joins à vous pleinement pour effectivement remercier Mademoiselle Tazara pour l'effort
de synthèse qu'elle a réalisé, effectivement un effort de synthèse énorme, hein, de par tout le travail qui a été fait, la complexité de la démarche, c'est-à-dire a été quand même assez décousue, hein, durant l'exposé. Je commencerai par un tout petit bémol, mais bon, ça c'est pas, c'est-à-dire, on est encore en train de vous former. Dans l'exposé, le dépôt de votre problématique donc était là, mais était faiblement théâtralisé, c'est-à-dire l'impact de votre travail est énorme, c'est-à-dire on l'a ressenti en lisant. Mais vous êtes appelé maintenant, je pense que vous êtes appelé à devenir une collègue, peut-être dans pas très longtemps, une future chercheur ou chercheuse, je pense que les deux se disent, et savoir se faire vendre et savoir vendre un peu ces thématiques est capital, hein, si ce n'est pour avoir des sous, pour financer les travaux, si ce n'est pour convaincre les gens tout simplement. Et donc le dépôt de la problématique, il y avait pas beaucoup d'enthousiasme. J'aime beaucoup les étudiants enthousiastes. Mais bon, le dépôt était là quand même, c'est-à-dire la problématique était là. Deuxième, c'est-à-dire, je rejoins professeur Bnalawa, monsieur le président, sur l'importance effectivement de faire la synthèse. Vous l'avez faite. On a ressenti toute la masse du travail qui a été réalisé. Là, par contre, ça n'engage que ma propre vision ou ma propre méthodologie. C'est-à-dire, juste après le dépôt de la problématique, il est très très intéressant de poser, que ce soit au membre de jury ou à l'assistance, la méthodologie entreprise, hein, la méthodologie construite, avec tous les paramètres, hein, qui sont autour de cette méthodologie, c'est-à-dire déjà, voilà la problématique, voilà les outils que nous allons utiliser, ou voilà la démarche que nous allons utiliser pour répondre aux questions initiales. Hein. Et là, c'est un effort, effectivement, bon, il est très très faiblement utilisé comme démarche, c'est une démarche qui est très faiblement utilisée, mais j'appelle quand même nos futurs doctorants à adopter cette démarche, parce que on met les gens dans le bain et on explique pourquoi finalement tel paramètre a été choisi, ou tel... à titre d'exemple, on lit, on voit analyse de l'acide phytique, par exemple, mais dès le départ, si par exemple, dès le départ, voilà, biodisponibilité, c'est pour ça qu'on va chercher l'acide phytique. Donc, voilà, c'était juste, ça relève plus de la forme, mais ceci dit, voilà, donc il faudra rajouter un Edine à Cathy Jamel sur la page de Gart. C'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. Donc j'ai eu également un grand plaisir à lire votre manuscrit de thèse, et je pense que j'en ai fait part donc à professeur Zaidi, même avant la soutenance. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre travail. Donc, quasiment, les remarques de forme, elles seront quasiment inexistantes, si ce n'est quelques petits oublis. Votre expression, la succession des idées, la construction de l'argumentaire est bien là. Donc j'ai eu véritablement du plaisir à lire ce document. Donc vous l'avez très bien introduit. J'ai aimé que l'introduction soit longue, figurez-vous. Donc peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec mais j'ai aimé que l'introduction occupe quand même pratiquement 4 pages. Et ça introduit. Et là, par contre, dans le document, le dépôt était là, vous avez bien renforcé votre... Bon, chose qui n'a pas été faite à l'oral.
Quelques petites questions par contre. Donc en page 2 de votre introduction, en page 2, alors 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Donc en page 2, 5e paragraphe. Je sais pas, peut-être est-ce que c'est moi ou là vous parlez dans le 5e paragraphe, donc les légumineuses sont la seconde source donc alimentaire pour l'homme après les céréales. Elles jouent un rôle important dans le régime ainsi de suite. Et vous commencez par les concentrations. Donc je pense qu'il y a un petit problème de calcul de concentration qu'il faudra revoir. Parce que, bon, les auteurs, 2014, ont rapporté que les teneurs en protéines des légumineuses, donc 17 à 40 grammes par 100 grammes, sont beaucoup plus élevées que celles des céréales, donc 7 à 13 grammes par 100 grammes, et presque égales à celles de la viande, donc 18 à 25. Je ne sais pas, peut-être est-ce que, en termes de teneur en protéines, par rapport aux apports céréales et viande, donc, vous avez bien vérifié les chiffres, donc c'est bien cela. Donc ça m'étonne un tout petit peu. Il y a une erreur. Je pense qu'il y a une erreur. Oui, c'est plus, c'est plus. Oui, donc il y a quand même une valeur à revoir. Il y a une petite, à moins que l'auteur s'est exprimé pour la viande Peut-être en matière sèche. voilà, à moins que, mais bon, est-ce que matière sèche ou matière totale donc la question, il faut revoir par contre cette, faut revoir. Bon, si c'est bon, vous renforcez peut-être avec une petite phrase explicative. Donc le paragraphe qui suit, donc effectivement, donc des problèmes de santé tels que l'hypertension, ainsi de suite. Donc vous parlez de. Alors la deuxième phrase, donc c'est ainsi que les protéines végétales sont actuellement considérées comme ingrédients fonctionnels polyvalents. Donc ingrédients fonctionnels polyvalents. Donc c'est vrai que pour un initié, il va comprendre un peu de ce langage. Donc développez s'il vous plaît. Qu'entendez-vous par ingrédients fonctionnels polyvalents pour des éventuels non-initiés, expliquez-nous. C'est peut-être dû à la présence de peptides bioactifs dans ces protéines qui jouent un rôle dans l'organisme. Je n'ai pas bien entendu. C'est dû peut-être à la présence de peptides bioactifs dans ces protéines-là qui jouent un rôle pour l'organisme, jouent un rôle bénéfique. Bon, ingrédients fonctionnels, vous faites la terminologie est importante. Bon, c'est vrai qu'un ingrédient fonctionnel ou propriété fonctionnelle, on le retrouve, vous utilisez cette terminologie dans vos documents. Donc, si on parle d'ingrédients pour atteindre une propriété technofonctionnelle ou fonctionnelle dans un aliment, avant on parle même pas encore de digestibilité ou d'ingestion. Donc là, on parle de propriété. C'est-à-dire d'ingrédients qui va conférer à l'aliment final une propriété, et il y a plein de propriétés que vous avez suivies. Donc c'est plutôt ça qu'il fallait, et non pas... donc il faut qu'on se mette d'accord sur... si vous n'êtes pas d'accord, faudra me convaincre aussi. Allez-y. Oui, ça introduit peut-être un petit peu le terme de prébiotique. C'est-à-dire que les légumineuses peuvent être une source de prébiotiques. Les prébiotiques, effectivement, ce sont des composés qui font participer à la fonctionnalité. Parce que... Mais pas à travers les protéines. Les prébiotiques, c'est plus les fibres et les oligosaccharides que les protéines. Ce que vous avez dit, vous l'avez dit, en plus d'être des nutriments essentiels, en plus de l'apport purement acide aminé, etc., qui contribue aux besoins, c'est les autres fonctions qui peuvent être apportées aux aliments dans lesquels ils sont incorporés, dont, comme M. Mnadawa vient de le dire, l'aspect prébiotique, nous avons étudié, avec d'autres, nous continuons à étudier, et
ce que vous avez abordé dans les pâtes pour les propriétés fonctionnelles. Donc c'est tout ça. En plus, ils vont apporter quelque chose d'autre. Merci. Merci pour les différents éclaircissements. Donc je continue. La page 3, bon là c'est vraiment de la forme, mais on peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Donc en début de phrase, vous dites en effet, des légumineuses sont connues pour jouer un rôle important dans plusieurs effets physiologiques. J'aurais peut-être aimé voir en effet la consommation de légumineuses ou la consommation régulière de légumineuses. On ne peut pas directement impliquer une légumineuse qui va intervenir dans la physiologie. Je pense que bon, c'est un avis. Il faut les consommer. Non, oui, je suis d'accord, mais il faut bien l'écrire. Donc, prise, effectivement, consommation. Voilà, donc bon, c'est pas très important. Alors, je passe maintenant en page 6, s'il vous plaît, donc dans votre synthèse bibliographique, donc, oui. qui a été quand même assez bien rédigée et synthétique. En page 6, donc je ne sais pas, bon, il faudra vérifier des fois également, peut-être je me trompe, peut-être non. Le tableau 1, composition biochimique des pâtes alimentaires. Oui. Alors, minéraux, sodium, plus précisément, 3 à 4, donc c'est milligrammes, c'est ça, hein, c'est en milligrammes, c'est ça, 3 à 4 milligrammes dans 100 grammes. Je pense que le chiffre est un tout petit peu sous-estimé. Donc, je pense qu'il y a plus de sodium dans les pâtes finales, dans les préparations finales. Hein. Mais c'est à vérifier. On n'ajoute pas de sel à la préparation des pâtes. C'est juste le sodium qui est contenu dans la semoule. Et peut-être dans l'eau. On ne rajoute pas de sel à la préparation des pâtes. Donc, par contre, lorsqu'on parle de préparation traditionnelle, bon, si ma mémoire est bonne, dans le processus de fabrication des pâtes traditionnelles, il y a ajout de sel. C'est peut-être dans un but de conservation ? But de conservation et également un but organoleptique à la fin, c'est-à-dire avoir un peu également gustatif à la fin. Donc je sais que dans les préparations traditionnelles, vu que vous traitez quand même une préparation traditionnelle, quand vous comparez quand même, je ne sais pas, peut-être... Même pour ce type de pâtes, les pâtes d'accord, il n'y a on ne rajoute pas de sel à la préparation. D'accord, donc... juste la semoule et l'eau, uniquement. Du sel pendant la préparation. Quand on est cuire avec du sel. Ouais. Oui, bon, on peut... Pas de sel dans la préparation. Que ce soit pour les pâtes sèches ou pour les pâtes fraîches. Industrielles, bien sûr. Je pense que si mes souvenirs sont bons, ce tableau, c'était beaucoup plus pour les pâtes sèches et produites industriellement. Même pour les pâtes fraîches industrielles, on rajoute pas de sel. Uniquement la semoule et l'eau. C'est une bonne nouvelle pour moi, parce que les industriels agroalimentaires, alors là, ils ne lésignent pas dans l'ajout du sel. Et c'est un véritable problème de santé publique qui est vraiment et sérieusement posé en Europe et même par ailleurs. Donc il y a une réglementation assez drastique là-dessus depuis plusieurs années sur l'ajout de sel en tant qu'exhausteur de goût et conservateur. C'est le conservateur le moins cher, je suis d'accord avec vous. Oui. En page 7, dans les types de pâtes, alors là, par contre, j'ai pas compris. Donc, au fait, je cherche à comprendre ici. C'est pas. Donc, le type de pâte, premier paragraphe. Donc, pâte alimentaire sèche. Le chiffre. Alors, j'ai pas compris. La perte au séchage s'élève à 13 grammes par 100 grammes. Est-ce qu'il s'agit de perte d'eau, c'est-à-dire c'est une déshydratation? Voilà, c'est pas la phrase n'est pas. C'est la quantité d'eau Oui. dans les pâtes après séchage.
C'est la quantité d'eau finale dans les pâtes. La phrase elle est très mal rédigée. Il faudra reformuler cette phrase parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que le chiffre revient dans le second paragraphe. Donc l'information est mal. Parce que j'avais compris, vu que vous parlez d'activité de l'eau, j'avais compris que vous parlez du produit fini. Mais j'avais quand même une. Non, c'est le taux final de l'eau dans les pâtes. D'accord, très bien, ok. Bon. 12 ou 13%. Ok. Alors, dernier paragraphe. Donc, la classification est intéressante. Je vous en remercie. Pâte alimentaire spéciale. Donc, ces dernières ont été créées dans un but purement diététique, consistant, par exemple, à proposer. Bon, parce que vous le mettez dans la classification pâte alimentaire fraîche, hein, parce que vous les mettez toutes les trois, donc les farcis, les instantanés et les spéciales, alors que les spéciales peuvent également être sèches. Donc vous pouvez peut-être, là le paragraphe peut être un peu à cheval entre sèche et fraîche. Il englobe les deux. Donc, mais il est un peu, bon, c'est de la forme, hein, il est un peu positionné en fraîche, mais il y a des pâtes spéciales sèches. Hein, bon, ce que vous avez fait, c'est-à-dire fait partie un peu de cette donc page suivante, non page 8. Donc page 8, étape de la fabrication des pâtes alimentaires. Donc c'est intéressant. Bon, peut-être que c'est un peu mon parcours de technologue qui parle, mais j'aurais bien aimé voir un diagramme, un synoptique. Un synoptique, ça parle plus vite, étape par étape, une espèce de synoptique qui parle vite. C'est-à-dire le choix de mettre des paragraphes, ça a sa valeur également, mais le synoptique est plus parleur et plus parlant. Et même on peut mettre plein d'informations chiffrées, plein d'éventuelles, si vous voulez, possibilités Donc après, il y a dans la mouture, je ne sais pas, peut-être que au niveau des industriels, la fabrication des pâtes, je sais que le cas d'un industriel algérien, effectivement, je sais qu'ils achètent effectivement le blé dur et c'est-à-dire la mouture se fait au niveau de l'entreprise. Mais est-ce que, à mon avis, il existe quand même des entreprises qui achètent la semoule directement? C'est la plupart des cas. Hein? C'est la plupart des cas. Ils achètent la semoule toute prête. Toute prête. Donc là, à ce moment-là, étape de fabrication des pâtes alimentaires, j'aurais préféré directement voir la semoule en tant qu'ingrédient et non pas la mouture en tant qu'étape. Est-ce que, si vous n'êtes pas d'accord également, vous pouvez discuter, pas de problème. Donc la plupart, effectivement, vous venez de le dire, utilisent la semoule directement, c'est-à-dire ils n'ont pas des... la semoule. Voilà, donc la semoule ici devient ingrédient et non pas, et vous à ce moment-là commencez directement par le malaxage, ainsi de suite. Voilà, donc en effet, mais vu que vous parlez de mouture, hein, donc je vais quand même poser des questions là-dessus. Mouture de blé, effectivement de blé dur. Professeur, oui. Ça tout dépend des unités industrielles, de leur spécialité et de leur importance. Vous avez certaines petites unités qui s'approvisionnent directement en semoule, donc la mouture est déjà faite ailleurs, mais vous avez de grandes unités qui s'approvisionnent en céréales et qui font leur propre travail. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, elles rentrent. Oui. Quand vous prenez les grands ensembles industriels, ils n'achètent jamais de semoule. C'est leur produit parce qu'ils le maîtrisent. C'est pour ça qu'il a été introduit à l'intérieur. Oui, les deux éventualités sont il n'y a pas de problème, sont très... Du coup, je vais poser quand même une question. Donc je me rappelle encore de monsieur Laribi, que M. Idoui connaît très bien, qui nous disait à l'époque, quand j'étais étudiant, la qualité du produit fini dépend
principalement de la qualité De l'ingrédient de principal. la matière première. Ouais, La matière première, principalement. Bon, bien évidemment, la technologie, ainsi de suite, intervient. Ici, donc, votre blé, donc c'est une question d'ordre général, mais qui peut avoir son importance. Quelles seraient les qualités, les qualités, ou quels seraient tout simplement les critères qualité d'un blé dur pour donner une bonne pâte, Ouais. pour effectivement, c'est-à-dire à l'achat du blé, quels sont les contrôles à faire, c'est-à-dire pour Contrôle être principal. plus clair. Oui, le blé, pour produire des pâtes, il doit être riche en protéines principalement, et spécifiquement en gluten. Plus il est riche en gluten, plus il produit des pâtes de meilleure qualité, plus fermes, plus résistantes à la cuisson, et ainsi de suite. Donc il doit être, c'est la teneur en gluten qui joue le rôle le plus important. Très bien. Donc, bon, en effet, effectivement, ça conditionne un peu après les paramètres technologiques. Oui, la première qualité, il faut qu'il soit sain. Sain déjà, effectivement, la qualité. Microbiologie. On parlait j'avais noté pareil, donc qualité déjà, il y a deux qualités effectivement, il y a qualité hygiénique et la qualité, donc les deux effectivement, bon, elle est partie directement dans la qualité composition, je sais pas, donc effectivement la qualité de la composition, mais également la qualité hygiénique, donc composition plutôt contaminants microbiens, infestation, ainsi de suite. Alors, parmi les critères également, c'est-à-dire, vous avez parlé quand même d'amidon résistant, ouais, c'est très très important. Le degré, on peut avoir un degré de commencement, de décomposition de l'amidon dans le grain. Donc donc il y a également un paramètre qui est analysé, nos collègues, ou plutôt nos amis de l'entreprise SIM le font. Donc l'activité enzymatique, on va doser l'activité amylolytique, parce que tout simplement on peut avoir un déclenchement de l'activité si les grains ne sont pas conservés dans de bonnes conditions, tout simplement. Réhydratation, plutôt réhumidification. Je ne vais pas parler de réhydratation. Voilà. La germination. Absolument. Voilà, donc je vais essayer d'être bref sur certains points. L'extrusion, en page 9. Oui. Donc, en fait, c'est vrai qu'on parle d'extrusion. Là, c'est une étape, on est en plein dans la fabrication, dans la prise en forme, c'est-à-dire la mise en forme des pâtes. Le deuxième paragraphe du titre extrusion, donc le deuxième paragraphe, vous parlez, donc, la pâte est forcée à travers une matrice, ainsi de suite. Bon, une seconde phrase, donc le sous-vide aide à minimiser l'oxydation des pigments, réduit les réactions de décomposition enzymatique et oxydative. Donc on revient à cette histoire d'enzymatique, de décomposition enzymatique, et diminue l'apparition des bulles, ainsi de suite. Bon. Donc, on l'a dit, je pense que le principal agent de décomposition enzymatique, c'est bien l'alpha-amylase. Mais lorsque vous parlez de minimiser l'oxydation des pigments, j'aimerais bien, je suis moins informé là-dessus. Oxydation de pigments. Caroténoïdes. Ok, donc oxydation des caroténoïdes. Alors, si on a éventuellement, on n'a pas fait l'analyse alpha-amylase, mais il y a des compositions. Éventuellement, quel serait le principal défaut technologique s'il y a dégradation de l'amidon? Quel serait lors de cette étape, quel serait le défaut technologique? Il y aura une vitesse de gélatinisation de l'amidon plus élevée, c'est-à-dire il va se gélatiniser plus rapidement qu'un amidon ordinaire, et là ça va empêcher la formation du réseau de protéines autour des granules. Donc ça va donner des pâtes moins fermes.
Très bien, merci. plus fragile. Bon, en page suivante, je pense que vous parlez de sécheur, je pense qu'il faut utiliser séchoir. Séchoir, bon, je sais pas. Séchoir, on parle de plus de séchoir dans les process. C'est les séchoirs, hein, c'est pas les sécheurs. Donc vous le reprenez, même dans la page suivante. Donc voilà. Bon, petit oubli. Bon, là, en page 11, premier paragraphe. Petit oubli ou je sais pas, il faut que je comprenne. Donc dernière phrase dans les cas sévères. Alors il y a, en fait, c'est la dernière phrase, détruisant leur apparence et donc l'appel du consommateur. Bon, l'appel du consommateur, je sais pas, peut-être. Moi, bon, c'est une expression hein, que j'ai pas très bien comprise. Je continue. Alors, dans la page 13, qualité des pâtes alimentaires. Oui. Qualité des pâtes alimentaires. Donc, vous parlez de l'énergie de rupture des pâtes non cuites. Hein? Donc, une bonne qualité de cuisson est l'exigence la plus importante pour les pâtes alimentaires, l'arôme, ainsi de suite. Parmi tous ces paramètres-là, vous rajoutez l'énergie de rupture des pâtes non cuites. Développez, s'il vous plaît. C'est-à-dire si la cuisson prolongée peut affecter leur forme. Parce que l'énergie thermique prolongée, la température prolongée peut affecter la forme des pâtes, c'est-à-dire la surcuisson. D'accord. Donc, ok. En fin de paragraphe, donc effectivement, Laure, vous avez commencé par les qualités ou les paramètres impliqués dans l'évaluation de la qualité de cuisson des pâtes. Donc, entre autres, l'adhésivité, la fermeté, le caractère collant. Est-ce que vous pouvez, en termes biochimiques, me mettre si vous voulez, fill in the caps. L'adhésivité, c'est quel composé biochimique qui plutôt intervient pour faire apparaître ce phénomène. La fermeté et le caractère collant. Quelles seraient éventuellement les familles biochimiques qui interviennent? Pour l'adhésivité et le caractère collant, c'est principalement l'amidon. Lorsqu'il est libéré dans la solution en quantité excessive, on a une forme, on a un aspect désavantageux des pâtes. Pour la fermeté, c'est principalement la teneur en protéines et particulièrement en gluten qui détermine la fermeté des pâtes. Très bien. Bon, le caractère collant, je pense qu'il rejoint plutôt le premier. Oui, l'adhésivité et le caractère collant, ils sont associés. Page suivante, 1, 2, 3, 4, quatrième paragraphe. Quatrième paragraphe, bon, c'est un avis, c'est plus un avis qu'une critique. Dans le quatrième, 1, 2, 3, 4, quatrième paragraphe, l'information se dira par à 90 degrés, seuls 50% des protéines sont solubles. Bon, c'est une information un peu inutile. D'accord. Mais bon, c'est un avis. Donc, si vous parlez effectivement de l'effet de la température, puis après la solubilisation dans de l'acide acétique ou la solubilisation dans du SDS, je pense que ça ne renseigne en rien. C'est-à-dire c'est plus des manips de laboratoire que une solubilité propre lors de la cuisson. Hein. Bon, le paragraphe qui suit, je sais pas. Bon, il y a quand même une référence. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les auteurs ou même avec vous. Donc, bon, il y a deux références différentes. Une référence au départ et une référence à la fin. Donc, on ne sait pas qui a dit quoi. Puis après, ont observé
que la couleur jaune brillante des produits pâteux, en plus du comportement de la cuisson, est l'un des critères les plus importants dans l'évaluation de la qualité du blé. Est-ce qu'il y a un petit problème? Est-ce qu'on évalue plutôt la qualité ou le comportement de la pâte, ou on évalue la qualité de la matière première? Donc, je ne sais pas. Donc, il y a un petit... il faut relire ce paragraphe. Hein. Il faut le relire. Il faut soit enlever la référence suivante, soit bien positionner déjà qui dit quoi. Et puis, je ne pense pas qu'il s'agit du blé, parce qu'on parle quand même de cuisson, on parle du goût, donc on parle toujours de la qualité de la pâte. Donc vous l'avez titré de toute façon 1.6, qualité des pâtes alimentaires. Donc on reste, je pense, que dans les pâtes et non pas dans la matière première. Okay. Oui. Oui, voilà, probablement. Oui, il faut revoir la... Est-ce que c'est l'ingrédient principal pour les pâtes? Il faut revoir peut-être le... Après, les paragraphes suivants, c'est très bien, parce que vous énumérez les autres paramètres, c'est très bien. Donc la couleur, le nombre. Alors, ce que j'ai encore bien apprécié, c'est que vous expliquez entre parenthèses à chaque fois, donc la couleur qui résulte de la superposition d'une composante jaune. Vous expliquez à chaque fois. J'ai bien apprécié la manière. Donc, dans le chapitre blé, je n'ai rien à dire, si ce n'est uniquement de la page 17 à la page 19, lorsque vous énumérez les principaux, la principale constitution, c'est-à-dire globalement, dans les paragraphes, vous rentrez, vous nous donnez la répartition de la famille chimique, mais vous donnez très rarement la teneur dans le blé. Par exemple, je vais commencer par les lipides. Donc, les principales matières grasses du blé sont des triglycérides, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Mais vous ne donnez pas la teneur, ou même un intervalle de teneur. Okay. Dans les paragraphes qui suivent, vous donnez la répartition de la famille lipidique. Donc vous donnez 75 à 80%, c'est des acides gras saturés, ainsi de suite. Donc on ne retrouve pas les teneurs. Bon, vous auriez pu faire comme la Févrole, vous avez mis un tableau avec des valeurs comme ça, sur la composition chimique globale. Là, vous avez choisi des paragraphes. Enrichissez le premier paragraphe avec des valeurs ou des intervalles de valeurs, la composition du blé. Voilà, bon. Donc... Alors, en page 32, donc facteur antinutritionnel, oui. C'est très bien, dans le chapitre Févrole. Donc, facteur antinutritionnel, c'est très très intéressant. Second paragraphe, oui. Donc vous énumérez les techniques couramment utilisées, oui. Pour la réduction des toxiques, des composants toxiques. Je vois que vous rapportez la radiation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le mécanisme, c'est-à-dire pas le mécanisme de la radiation, comment, avec la radiation, on peut se débarrasser des composants chimiques toxiques, voilà. Et un peu plus bas, la germination également. Bon, je suis un peu curieux, je pense que ça a été bien rapporté, Van der Poel, mais la radiation... La radiation La radiation. Je ne vois pas, elle agit sur quel composant?
La radiation, si ma mémoire est bonne, je vois encore M. Seslet nous faire le cours sur l'utilisation de la radiation pour empêcher la germination de l'oignon. Mais bon, il faut revoir. La germination. Oui, c'est connu, elle réduit les teneurs en facteurs antinutritionnels. Ah, très bien, d'accord. Oui. Donc, Le soja qui consomme le grain actuellement, le soja, c'est du soja germé qui est mis sur le marché pour être consommé directement. de plus en plus. Oui. C'est comme ça que, mais autrement, le soja cru tel qu'il est, il n'est pas consommé en état. Donc, petite question de forme. Bon, page 34, je pense que vous avez oublié, il faut décaler la page intercalaire dans le document. Je ne sais pas ce que c'est le cas pour tous. Donc, la page intercalaire est mal positionnée. Bon, c'est pas très... Alors, après, en page 41, s'il vous plaît, là, on rentre un peu dans votre partie pratique. Donc, j'ai fortement apprécié le travail, la caractérisation fine. Vous êtes parti quand même à une caractérisation assez... Parce que ça renforce vraiment votre argumentaire, c'est-à-dire, et ça explique, si j'ose m'exprimer ainsi, le phénotype final, ce que vous voyez. Donc, j'ai fortement apprécié. Par contre, c'est-à-dire, alors, ma question, là maintenant... pourquoi vous n'avez pas fait une caractérisation également de la même démarche de caractérisation pour la fraction semoule, la fraction blé? J'ai fait ça, mais on n'a pas introduit le chapitre blé dans la thèse. Mais tout ce qui a été fait pour la févrole a été fait également pour la semoule de blé. Ça aurait été quand même assez complémentaire, parce que vous faites ici... Elle a été caractérisée tout comme... Bon, j'en doute pas, parce que je me suis dit, c'est certain, il l'en fait. C'est certain. On ne peut pas se lancer dans des explications si on ne sait pas... Parce que le phénomène final, finalement, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire, c'est les propriétés observées ou surveillées, c'est la résultante, non pas uniquement de la composition de la févrole, donc en protéines, surtout tout ce qui est résistance et ainsi de suite, élasticité, mais c'est la résultante de la composition et de la semoule, donc composition du blé dur, et donc on aurait quand même eu un travail assez complet pour pouvoir vraiment comparer, pour pouvoir comprendre. Voilà. Bon, mais globalement, alors autre question, là, d'ordre technique. Bon, vous vous exprimez en termes de pourcentage. Bon, j'ai vu un peu votre descriptif dans Matériel et méthode. Donc l'expression principale étant en pourcentage. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas eu de quantification c'est-à-dire là, en pourcentage, la formule, je pense qu'elle est... alors, la formule en page... je ne me rappelle plus. Ah oui, voilà, en page 37, la formule. Donc, pourcentage, c'est la dernière ligne. Pourcentage, en page 37, pourcentage ppNE. Oui. Donc, il n'y a pas de quantification, je dirais, en milligrammes ou en microgrammes, ce que vous voulez. Il y a plutôt une référence par rapport au total du pic, c'est ça. C'est par rapport à la surface des pics. Voilà, c'est par rapport, voilà, c'est des pourcentages. Pourquoi il n'y a pas eu, vous auriez pu faire une quantification plus précise. Donc, pourquoi elle n'a pas été faite? Ou comment la faire? Allez, on va... Par exemple, bon, vous dites... Donc le pic, par exemple, ppl, est totalement... Bon, pardon, excusez-moi. Alors, celui qui est le plus représentatif... C'est le ppm. ppm. Ok.
bon, vous exprimez en pourcentage. Comment faire pour, avec la même méthode, donc une HPLC phase inverse, avec la même méthode, quantifier? Quelle serait la modification dans votre protocole? Voilà, peut-être pour être plus clair. Quelle serait la modification à apporter ou la manip supplémentaire à réaliser pour pouvoir comparer, pour pouvoir quantifier? Bon, d'abord, il faut connaître le taux de protéines totales et mesurer les différentes proportions par rapport... C'est très technique, hein, mademoiselle. Lorsque vous faites, par exemple, une lecture spectrophotométrique, toute bête, vous dosez quelque chose, vous dosez et vous voulez l'exprimer en quantité. Qu'est-ce que vous faites à côté? En plus de l'absorbance que vous... On réalise une courbe d'étalonnage Très avec un bien, standard. d'accord. Est-ce qu'on peut faire la même chose Oui, ici? avec des protéines. Voilà, c'était la réponse que je cherchais, tout simplement. Je sais que vous aviez la réponse. Donc, tout simplement, soit réaliser avec des témoins ppm connus, hein, on sait où ils vont apparaître, faire des concentrations graduelles, faire une relation entre l'air, à ce moment-là, bon, en spectrophotométrie, c'est plutôt une absorbance par rapport à une concentration. Ici, c'est l'air du pic par rapport à une concentration. Mais une autre méthode existe aussi, c'est l'injection de standards internes. Donc les deux peuvent être utilisés. Je préfère la seconde à la première. Donc, et tout ça maintenant est calculé par ordinateur. Oui. Ils sont couplés directement aux appareils, aux détecteurs et aux collecteurs et vous calculez tout. Absolument. C'est quelque chose que peut-être... mais ça va vous permettre de faire ça plus tard. Hein. Je sais que vous n'allez pas vous arrêter à ce travail, je l'espère en tous les cas. Je pense que j'ai un peu accaparé les discussions. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là, bien que peut-être on pourra discuter plus tard sur certains points. Donc avant même que M. Bnalawa m'arrête. Donc merci encore une fois, mademoiselle. Merci, un grand merci pour ce travail. Je remercie M. Zaidi de m'avoir également invité pour faire partie de cet honorable jury. Dernière petite remarque, j'aurais énormément apprécié la présence d'un industriel fabricant de pâtes dans ce jury. Il aurait ouvert la bouche grand ouvert, parce que c'est un travail excellent qui serait rapidement, très rapidement valorisé au niveau d'entreprise. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci.